C'était un jeudi soir ordinaire, du moins en apparence. Mon mari, Ronnie, m'avait prévenu qu'il rentrerait tard après une réunion importante. Les enfants dormaient paisiblement, et moi, je m'étais installée dans le salon pour avancer sur un dossier urgent. Mais à 22h37, une sonnerie inattendue a brisé le silence de la maison. « Allô » ai-je répondu, légèrement distraite. « Madame Dupont ?» La voix était posée, presque trop calme, et un frisson d'inquiétude m'a parcouru. « Ici l'hôpital Saint-Pierre. Votre mari a été impliqué dans un accident de la route. » Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mon souffle s'est coupé. J'ai tenté de garder mon calme. Est-ce qu'il... Ma question est restée en suspens, incapable de prononcer le pire. Il est vivant, mais dans un état critique. Vous devriez venir immédiatement. Le combiné m'a échappé des mains. Tremblante, j'ai saisi ma veste et mes clés avant de filer vers ma voiture. Chaque feu rouge sur le chemin me semblait une épreuve insurmontable. En arrivant à l'hôpital, l'atmosphère pesante a accentué ma peur. Ronnie était là, couché sur un lit d'hôpital, son corps dissimulé sous des fils et des machines. Son visage, défiguré par des contusions, était presque méconnaissable. Un médecin est venu à ma rencontre, ses yeux reflétant une gravité maîtrisée. Votre mari a subi un traumatisme crânien sévère, ainsi que de multiples fractures. Nous avons dû le placer en coma artificiel pour stabiliser son état. Les prochaines heures seront cruciales. Je suis restée figée, les larmes brouillant ma vision. C'était comme si le monde entier s'écroulait autour de moi. La salle d'attente, froide et impersonnelle, est devenue mon refuge forcé. J'ai passé la nuit là, à guetter la moindre ouverture de porte, espérant une amélioration miraculeuse. Mes pensées s'emballaient. Pourquoi cela devait-il nous arriver? Que vais-je faire maintenant? Les jours suivants ont été marqués par un tourbillon de responsabilités. Les médecins m'ont expliqué que Ronnie avait été percuté par un camion qui avait grillé un feu rouge. Chaque détail de l'accident m'écrasait davantage sous le poids de l'injustice. À la maison, les enfants ressentaient le vide. Léa, notre fille de 7 ans, me demandait avec insistance. « Maman, quand est-ce que papa rentre ?» Je lui souriais faiblement, tentant de cacher mon angoisse. « Bientôt, ma chérie. Papa est fort, il va se battre. » Mais la vérité était lourde à porter. Les tâches du quotidien semblaient démesurées sans Ronnie à mes côtés. Gérer les factures, rassurer les enfants, maintenir un semblant de normalité, tout devenait un défi constant. Pourtant, au fond de moi, une flamme vacillante persistait. Celle de l'espoir, celle d'un avenir où Ronnie ouvrirait à nouveau les yeux. Pour lui, pour nos enfants, et pour notre famille, je devais rester debout. Les jours suivant l'accident de Ronnie étaient une véritable épreuve, une course contre le temps où chaque seconde semblait peser une tonne. Chaque matin, je me levais avec cette boule au ventre qui ne me quittait jamais, submergée par une montagne de responsabilités que je n'avais jamais imaginé devoir porter seule. Avant, Ronnie et moi étions une équipe, partageant les joies et les défis de notre quotidien. Désormais, tout reposait sur mes épaules. À l'hôpital, les nouvelles étaient toujours les mêmes. Ronnie était stable, mais son coma persistait, et l'incertitude de son réveil planait comme une ombre sur ma vie. Les médecins, bien que bienveillants, ne pouvaient rien promettre. Chaque visite dans cette chambre froide, chaque regard sur son visage immobile, me broyait un peu plus. Pourtant, je n'avais pas le luxe de flancher, pas devant les enfants. « Maman, pourquoi papa ne revient pas à la maison ?» demandait Tom, son doudou serré contre lui. Sa voix douce trahissait une inquiétude qu'un enfant de 4 ans ne devrait jamais ressentir. « Il se repose, mon chéri. Il a besoin de reprendre des forces pour pouvoir courir avec toi dans le jardin, » lui répondais-je avec un sourire que je ne ressentais pas, simplement pour préserver son innocence. À la maison, tout semblait chaotique. Les tâches s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, les factures à payer, les courses à faire, les devoirs de Léa, les pleurs de Tom. Les soirées étaient les pires. Une fois les enfants couchés, le silence de la maison devenait assourdissant,
laissant place à mes peurs et mes doutes. Je pleurais souvent, à voix basse, pour ne pas réveiller les petits, épuisés par l'injustice de la situation. Un soir, alors que je me débattais avec un repas de fortune et des papiers à trier, Marc, un ami proche de Ronnie, a frappé à la porte. Il tenait une caisse de provisions. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main », dit-il simplement, un sourire sincère sur les lèvres. Cette attention m'a touchée au-delà des mots. Je l'ai invité à entrer, et, sans retenue, j'ai déversé tout ce que je gardais enfoui, mes craintes pour Ronnie, mon épuisement, et cette impression écrasante d'être seul face à l'immensité du défi. Marc a écouté, attentif et patient, m'offrant cette oreille compatissante dont j'avais désespérément besoin. À partir de ce jour, il a commencé à passer plus souvent, aidant avec les enfants, réparant une fuite ici ou ramenant un repas tout prêt. « N'hésite pas à me demander quoi que ce soit », insistait-il à chaque fois. Sa présence était un répit bienvenu dans une vie devenue une lutte quotidienne. Pourtant, une petite voix dans ma tête murmurait parfois « Et si cette proximité devenait problématique ?» Je repoussais cette idée, persuadé qu'il ne s'agissait que d'un ami dévoué. Et puis, comment pouvais-je me permettre d'y penser, alors que chaque jour était un combat pour garder ma famille unie? Mais alors que je m'accrochais à l'espoir que Ronnie finirait par se réveiller, une vérité inattendue et déstabilisante s'apprêtait à frapper. Une vérité qui allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma vie. Les jours défilaient comme un brouillard épais, chaque instant me paraissant interminable. Entre les visites à l'hôpital, les devoirs des enfants et les tâches ménagères, ma vie s'était transformée en une mécanique implacable. Ronnie était toujours là, mais absent, prisonnier d'un coma silencieux qui semblait aspirer toute ma force. Je m'asseyais chaque jour à son chevet, tenant sa main immobile, à la recherche d'un signe, d'un mouvement, d'une réaction. Un après-midi, alors que les machines autour de lui continuaient leur mélodie monotone, je me suis laissé aller à parler à voix haute, comme pour combler ce silence oppressant. « Ronnie, je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Les enfants te réclament, et moi. Moi, je me sens si seule sans toi. Reviens, je t'en supplie. » Mes paroles se brisaient sous le poids des larmes que je retenais à peine. Mais sa respiration, artificiellement régulière, était la seule réponse que j'obtenais. Ce soir-là, alors que je m'efforçais de cacher ma détresse devant les enfants, j'ai trouvé Marc qui m'attendait devant la maison. Avec un sac de repas préparé dans une main et un sourire dans l'autre, il était devenu cette constante inattendue dans mon chaos quotidien. « Je me suis dit que tu avais besoin d'un peu de répit, » dit-il en me tendant le sac. J'acceptai, la gorge serrée par une reconnaissance que je n'arrivais pas à exprimer. « Merci, Marc. Tu n'avais pas à faire ça. Mais je suis vraiment contente que tu sois là. » Nous avons partagé ce repas dans une ambiance simple, presque chaleureuse. C'était la première fois depuis longtemps que je riais, même si ce n'était qu'à l'une de ces blagues maladroites. Une partie de moi s'accrochait à ces instants de normalité, comme si c'était une bouffée d'air dans une mer de tourments. Plus tard, une fois les enfants endormis, nous nous sommes retrouvés dans le salon, une tasse de thé entre les mains. Le silence était apaisant, mais chargé de cette tension discrète qui avait commencé à s'installer entre nous depuis quelques semaines. « Tu es tellement forte, » murmura Marc, brisant le silence. « Tout ce que tu fais pour les enfants, pour Ronnie. Je ne connais personne d'aussi incroyable. » Ces mots, simples mais sincères, trouvèrent une place dans mon cœur. Je baissai les yeux, un mélange de gêne et de gratitude me submergeant. J'essaie juste de tenir. Mais certains jours, je me demande si c'est suffisant. Il posa une main sur mon épaule, un geste qui se voulait réconfortant, mais qui réveilla en moi des émotions enfouies. Nos regards se croisèrent, et soudain, le temps sembla suspendu. C'était comme si tout le poids que je portais s'effaçait, ne laissant place qu'à un moment de vulnérabilité partagée. Marc se pencha doucement, et avant que je ne puisse réagir, ses lèvres effleurèrent les miennes. Le baiser était doux, hésitant, mais rempli d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un instant, j'ai failli me laisser emporter, cherchant une échappatoire à ma douleur. Mais la réalité me rattrapa brutalement. Je me suis écartée, le souffle court, secouée par ce qui venait de se passer. Non,
Marc. Je ne peux pas. Pas maintenant. Il recula aussitôt, visiblement gêné. Je suis désolé. C'était déplacé. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas toi, répondis-je rapidement. C'est juste que, tout est tellement compliqué en ce moment. La nuit suivante, le sommeil m'échappa complètement. Le souvenir de ce baiser hantait mes pensées, mêlant culpabilité et une étrange sensation de réconfort. Était-ce un moment d'égarement, ou quelque chose que je n'osais pas encore comprendre? Une chose était certaine, à partir de cet instant, ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain matin, je me réveillai avec une boule au ventre. Le souvenir du baiser échangé avec Marc me tourmentait. Chaque détail de ce moment revenait me hanter, me confrontant à une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Je voulais croire que c'était un faux pas, une erreur née de la fatigue et de la solitude, mais l'évidence ne cessait de me rattraper. Sur le chemin de l'hôpital, le silence pesait lourd dans la voiture. Mon esprit était un champ de bataille entre culpabilité et confusion. Une fois arrivé, je retrouvai la chambre de Ronnie comme je l'avais laissée, inchangée, paisible mais oppressante. Assise à son chevet, je saisis sa main froide et immobile. « Ronnie, je ne sais pas quoi faire. » Murmurai-je, les larmes aux yeux. « Tu me manques tellement. Reviens-nous. J'ai besoin de toi pour traverser tout ça. » Son visage restait impassible, figé dans un sommeil sans fin. L'absence de réponse, ce silence assourdissant, me laissait seule face à mes émotions, amplifiant le poids de ma culpabilité. De retour à la maison, je fus surprise de trouver Marc devant la porte. Son regard était doux, mais empreint d'une certaine hésitation. Je savais que nous devions parler. « Écoute, Marc. À propos d'hier soir. » Commençai-je, la voix tremblante. Avant que je puisse continuer, il m'interrompit. « Tu n'as pas besoin de t'excuser ou d'expliquer quoi que ce soit. C'était une erreur de ma part, et je m'en veux d'avoir ajouté à ton fardeau. » Ces mots étaient sincères, mais je pouvais percevoir une ombre de douleur dans ses yeux. Je pense que, pour l'instant, il serait mieux qu'on prenne un peu de distance. Juste pour que je puisse me recentrer, dis-je doucement, tentant de protéger ce qui restait de notre amitié. Il hocha la tête, respectueux. Je comprends. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Toujours. Lorsque Marc partit, un mélange de soulagement et de vide m'envahit. Je savais que c'était la bonne décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Son absence laissait un vide que je n'avais pas anticipé, et chaque instant de solitude amplifiait mes doutes. Les jours suivants furent marqués par des discussions difficiles avec les enfants. Leur innocence, si précieuse, faisait écho à une réalité que je ne pouvais plus fuir. Un soir, alors que je bordais Tom, il posa une question qui me prit de court. « Maman, tu es triste à cause de papa ?» Je m'efforçai de sourire, mais ma voix trahissait mon émotion. « Je suis juste fatiguée, mon ange. Mais papa va revenir, tu verras. » Il hocha la tête sans rien dire, mais son regard inquiet me laissa comprendre qu'il ressentait bien plus que je ne voulais admettre. À l'hôpital, les nouvelles étaient de plus en plus incertaines. Les médecins évoquaient une intervention risquée pour stabiliser l'état de Ronnie. Chaque jour semblait une épreuve de plus dans cette bataille sans fin. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, mon téléphone vibra sur le comptoir. Un numéro inconnu s'affichait. « Madame Dupont ? C'est le docteur Lambert. Nous avons des informations importantes à vous communiquer au sujet de votre mari. Pouvez-vous venir demain matin ? » Sa voix neutre n'apporta aucun réconfort. Cette nuit-là, je restais éveillée, fixant le plafond, chaque seconde s'étirant en une éternité. Que signifiait cet appel ? Était-ce une bonne nouvelle ou l'annonce d'un tournant irréversible ? Le lendemain, après avoir préparé les enfants et pris un café que je ne pus avaler, je me dirigeai vers l'hôpital, le cœur lourd. Une partie de moi savait que la journée qui s'annonçait allait tout changer. Le lendemain matin, je franchis les portes de l'hôpital avec une boule au ventre.
L'appel du médecin avait laissé place à une tension insupportable, un mélange d'espoir fragile et de peur oppressante. En entrant dans le bureau du docteur Marchand, mes mains étaient moites, et mon cœur battait à tout rompre. Le médecin m'accueillit avec un sourire calme, mais je ne pouvais m'empêcher de chercher des indices dans son expression. « Madame Dupont, nous avons des nouvelles encourageantes. » Ces mots suffirent à me faire retenir mon souffle. L'activité cérébrale de Ronnie montre une amélioration légère, mais significative. Nous proposons d'essayer une thérapie neurologique pour stimuler davantage ses fonctions. Ce n'est pas sans risque, mais cela pourrait augmenter ses chances de récupération. Une vague d'émotion me submergea. Une lueur d'espoir, aussi infime soit-elle, était plus que ce que j'osais attendre. Quel genre de risque ? Demandai-je, la voix vacillante. Le docteur Marchand posa son stylo, adoptant un ton sérieux. Il y a toujours une part d'incertitude, mais nous pensons que c'est une tentative importante à ce stade. Je pris une longue inspiration avant de répondre. Faites-le. S'il y a une chance, aussi petite soit-elle, nous devons essayer. De retour à la maison, je réunis les enfants dans le salon. Tom et Léa étaient assis côte à côte, leurs regards pleins d'innocence. « Votre papa montre des signes de force », leur dis-je doucement. « Les docteurs vont tout faire pour l'aider à revenir auprès de nous. » Tom applaudit spontanément, son enthousiasme me réchauffant le cœur, tandis que Léa esquissa un sourire, un peu timide. Leur réaction me rappela l'importance de maintenir une lueur de positivité dans cette tempête. Cependant, une part de moi restait tourmentée. L'espoir renaissant pour Ronnie n'effaçait pas les ombres laissées par Marc. La distance que j'avais instaurée me semblait nécessaire, mais ses absences avaient creusé un vide difficile à ignorer. Quelques jours plus tard, alors que je pliais le linge dans le salon, on frappa à la porte. Lorsque je l'ouvris, Marc se tenait là, un sac rempli de jouets dans les mains. Je ne voulais pas m'imposer, mais je me suis dit que les enfants aimeraient ces petites choses, dit-il, visiblement gêné. Je le laissai entrer, hésitante. Sa présence ravivait des sentiments que je m'efforçais de mettre de côté. Nous nous assîmes, et il me demanda des nouvelles de Ronnie. « Il y a des progrès, répondis-je. Les médecins parlent d'une nouvelle thérapie. » Son sourire s'agrandit. « C'est une excellente nouvelle. »« Il est fort, Sarah. »« Vous l'êtes tous les deux. » Ces mots étaient sincères, mais une émotion indéfinissable brillait dans ses yeux. Après avoir rangé les jouets, il se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Je voulais juste te rappeler que si tu as besoin de quoi que ce soit, même si tu veux de la distance, je serai toujours là pour toi. » Je restai figée, incapable de répondre. Après son départ, je ressentis un mélange de gratitude et de confusion. Les jours suivants furent consacrés à préparer Ronnie pour sa nouvelle thérapie. Chaque visite à l'hôpital était empreinte d'espoir mêlé d'appréhension. Puis, un matin, alors que je lui racontais les exploits de Tom et Léa, je sentis un mouvement subtil dans sa main. Mon cœur s'emballa. « Ronnie ? » ?»« C'est moi, Sarah. Si tu m'entends, serre ma main. » Ses paupières frémirent légèrement. Ce n'était pas encore un réveil, mais c'était une réponse, un signe qu'il était toujours là. Cette lueur d'espoir me donna une force nouvelle. Malgré les doutes et les incertitudes, je me promis de continuer à me battre, pour lui, pour nous. Mais je savais que chaque pas serait une épreuve, autant pour lui que pour moi. Le mouvement des doigts de Ronnie, bien que subtil, fut un électrochoc. C'était comme une brèche dans le mur d'incertitude qui m'encerclait depuis des mois. Je passai le reste de la journée à l'hôpital, surveillant le moindre signe. Les infirmières partageaient mon enthousiasme avec prudence, rappelant que ces réactions pouvaient être involontaires. Mais pour moi, c'était un espoir auquel me raccrocher. De retour à la maison, la routine reprit son cours. Les enfants étaient curieux et pleins de questions sur leur père. Leur enthousiasme à l'idée qu'il puisse revenir bientôt emplissait la maison d'une énergie dont j'avais désespérément besoin. Cependant, le calme de la soirée me renvoya brutalement à mes pensées. J'étais confrontée à un dilemme émotionnel.
Pouvais-je vraiment être présente pour Ronnie alors qu'une part de moi continuait à penser à Marc? Ce dernier avait respecté mon souhait de distance, mais son absence soulignait à quel point il avait pris une place importante dans ma vie. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais dans le jardin, une voiture se gara devant la maison. C'était Marc. Je me levai, surprise et un peu nerveuse. « Salut, Sarah. Je sais que je ne devrais pas être là, mais j'ai appris pour le mouvement de Ronnie, et je voulais te féliciter. » Je le remerciai, touché par son attention. Mais avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, il poursuivit. « Je sais que tu traverses beaucoup de choses, et je ne veux pas compliquer ta vie. Mais, je dois être honnête avec toi. Ce que je ressens pour toi est plus fort que je ne l'avais imaginé. » Son aveu me laissa sans voix. Je savais qu'il y avait une tension entre nous, mais entendre ces mots changeait tout. « Marc, je ne sais pas quoi dire. Tu es une personne importante pour moi, mais Ronnie. » Il hocha la tête, compréhensif. « Je sais, et je ne veux rien précipiter. Je voulais juste que tu le saches. Peu importe ce que tu décides, je serai toujours là pour toi. » Après son départ, mes pensées tourbillonnèrent. Comment pouvais-je concilier mon amour pour Ronnie, l'homme avec qui j'avais bâti ma vie, et cette connexion inattendue avec Marc? Je savais que mon rôle en tant qu'épouse et mère devait primer, mais les émotions humaines ne se laissent pas toujours guider par la raison. Le lendemain, à l'hôpital, Ronnie montra un autre signe encourageant, un léger mouvement de ses paupières. Le médecin confirma que c'était un bon indicateur, même si le chemin vers un réveil complet restait incertain. Je passais des heures à son chevet, lui racontant des souvenirs, jouant nos chansons préférées. Pendant ces moments, je me rappelais pourquoi j'aimais Ronnie. Il était mon pilier, mon partenaire, l'homme avec qui j'avais rêvé de vieillir. Mais une question persistait. Si Ronnie se réveillait, serais-je capable de regarder dans ses yeux sans ressentir la culpabilité du lien que j'avais noué avec Marc? Ce soir-là, avant de dormir, je pris une décision. Je devais affronter mes émotions et clarifier ma situation, d'abord avec moi-même, puis avec les personnes concernées. Je pris un carnet et commençai à écrire, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. À la fin, une phrase résonnait dans mon esprit. Le cœur humain est complexe, mais la vérité est la seule boussole qui peut guider vers la paix. Le matin suivant, une étrange sérénité m'habitait. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais ce que je devais faire, être honnête avec moi-même et avec ceux qui comptaient. Je me rendis à l'hôpital avec une énergie renouvelée. À mon arrivée, les infirmières m'accueillirent avec des sourires encourageants. « Vous avez bien choisi votre jour, madame. Ronnie montre des progrès impressionnants aujourd'hui. Il a bougé son bras et réagi à certaines stimulations. » Cette nouvelle me donna des frissons. Je me précipitai à son chevet. Son visage semblait plus détendu, et ses paupières, bien que toujours fermées, tremblaient légèrement. Je pris sa main dans la mienne et murmurai. « Ronnie, si tu m'entends, sache que je suis là. On t'attend, moi et les enfants. Reviens-nous. » Le reste de la journée fut un tourbillon d'émotions. Les médecins étaient optimistes mais restaient prudents. Je fis de mon mieux pour rester forte, tout en me préparant à toutes les éventualités. En fin d'après-midi, je pris mon carnet et relus ce que j'avais écrit la veille. Chaque mot semblait porter un poids immense, mais aussi une vérité nécessaire. Je savais que je devais parler à Marc. Il avait été là dans les moments les plus sombres, mais je devais être claire sur mes priorités. Je l'appelai et lui demandai de passer. Quand il arriva, je l'accueillis sur le seuil, le cœur lourd mais déterminé. « Marc, merci d'être venu. Je voulais te parler. » Il entra, son regard rempli de questions. Nous nous assîmes dans le salon, là où tant de conversations importantes avaient eu lieu ces derniers mois. « Marc, tu as été une aide précieuse, et je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi et les enfants. Mais, mon cœur appartient à Ronnie. Il a toujours été mon roc, et même s'il est dans cet état, je dois croire en nous. » Il baissa la tête, comme s'il s'attendait à ces mots mais qui lui faisaient tout de même mal. « Je comprends, Sarah. Je veux juste que tu sois heureuse, peu importe ce que ça signifie pour moi. »
Un silence s'installa, mais il n'était pas lourd. C'était un moment de compréhension mutuelle, un adieu silencieux à ce qui aurait pu être. Quelques jours plus tard, alors que je lisais à voix haute à Ronnie, quelque chose d'incroyable se produisit. Ses paupières s'ouvrirent lentement, révélant ses yeux, un peu perdus mais vivants. « Sarah » murmura-t-il, d'une voix faible mais claire. Je laissai tomber le livre et me penchai sur lui, les larmes coulant sur mon visage. « Oui, mon amour, je suis là. » Ce moment fut comme une renaissance. Les enfants furent appelés immédiatement, et l'émotion dans leur voix en voyant leur père éveillé était indescriptible. Les semaines suivantes furent un mélange d'efforts, de patience et de gratitude. Ronnie entama une rééducation intensive, et chaque petit progrès était une victoire. Quant à moi, j'appris à gérer mes émotions et à me pardonner. La vie m'avait mis à l'épreuve, mais elle m'avait aussi appris que l'amour véritable ne disparaît pas, même dans les moments les plus sombres. La vie avec Ronnie n'était plus tout à fait la même. Chaque regard, chaque moment partagé portait le poids des épreuves traversées, mais aussi la richesse des leçons apprises. Les défis nous avaient transformés, forgeant une relation plus profonde, plus ancrée dans la gratitude et la résilience. Nous avions compris que la vie n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, où chaque détour peut révéler des trésors inattendus. Et Marc ? Il demeura une présence discrète, un ami bienveillant qui avait joué un rôle essentiel pendant l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Son passage m'a appris que certaines rencontres, bien qu'éphémères, ont pour mission de nous éclairer, de nous soutenir, puis de s'éclipser pour nous permettre de continuer notre propre voyage. Conseil pour affronter les épreuves. Accueillez vos émotions sans jugement, les hauts et les bas font partie du processus. Laissez-vous ressentir la douleur, la joie, la peur, ce sont des étapes vers la guérison. Entourez-vous de personnes authentiques, un cercle de soutien sincère peut transformer la douleur en une force motrice pour avancer. Prenez soin de vous au quotidien, une promenade, un repas équilibré, une méditation où ces gestes simples nourrissent le corps et l'esprit, vous aidant à rester fort. Laissez le temps faire son œuvre, il n'efface pas tout, mais il atténue les blessures et permet de voir la vie avec un regard nouveau. Restez honnête envers vous-même et les autres, la vérité est parfois difficile à accepter, mais elle est le fondement de toute guérison et de toute paix durable. Cette histoire n'est pas uniquement celle de Sarah. C'est celle de tous ceux et celles qui ont vu leur monde basculer, qui ont lutté, pleuré, mais ont trouvé une force insoupçonnée pour se relever. C'est une leçon sur l'amour, le courage et la capacité humaine à reconstruire, même après les tempêtes les plus violentes. Si ce récit vous a touché ou inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui réchauffent l'âme et éclairent nos vies. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu, et rejoignez-nous pour partager des leçons de vie, des récits d'espoir et des instants d'émotion.